En octobre 2025, quelque chose a changé dans le désert de Tindiban. En quelques heures, une zone longtemps décrite comme une cicatrice silencieuse s'est couverte d'écrans, de drones et de voix synchronisées, alors que les capitales étrangères croyaient encore tenir le scénario. Et pour celui qui suit de loin les Burkina Faso News, qu'est-ce que cela change vraiment dans sa vie lorsque le capitaine Ibrahim Traoré prend la tête de cette manœuvre inédite ? Au-delà des dunes, une autre carte du Sahel commence à se dessiner, discrète, méthodique, mais impossible à ignorer. Tindiban n'est pas seulement un nom de plus dans le long inventaire des affrontements sahéliens, c'est le moment où une idée ancienne a cessé d'être un slogan. Pendant un demi-siècle, les plans venus de l'extérieur ont aligné missions renommées, aides temporaires et discours solennels, sans empêcher la répétition du même cycle de dépendance, d'échec, puis de recommencement. La promesse implicite de cette bataille est différente. Montrer qu'un pays comme le Burkina Faso peut passer du statut de terrain d'expérimentation à celui de précédent, et qu'une alliance régionale peut concevoir sa défense sans permission. Celui qui cherche un Ibrahim Traoré interview y trouve désormais autre chose qu'une formule politique. Il découvre une doctrine où chaque donnée, chaque délai raccourci, chaque route rouverte devient un argument mesurable. Le pari est clair. Si cette méthode tient, ce n'est pas seulement la géographie du Sahel qui se déplace, c'est la croyance mondiale sur ce que l'Afrique peut organiser par elle-même. La bascule ne commence ni par un discours enflammé, ni par un sommet international, mais par un fragment de données, presque banal. Un message radio intercepté, un convoi de camions repéré dans le nord du Burkina Faso, quelques coordonnées croisées suffisent à transformer un mouvement de plus dans le désert en point d'inflexion après 50 ans d'impuissance accumulée. Pendant des décennies, les chiffres se sont empilés, milliards d'aides, effectifs de casques bleus, statistiques sur les attaques, pendant que les visages se succédaient. Ceux de mères au bord de puits asséchés et de jeunes enterrant leurs frères avant 20 ans. Le fossé entre tableau de bord et réalité quotidienne ne cessait de s'élargir, nourrissant l'idée que la sécurité du Sahel devait être conçue loin de lui. Lorsque Ibrahim Traoré reçoit les premiers rapports à Ouagadougou, il ne lit pas seulement une menace de plus, il voit la possibilité de sortir de ce scénario écrit ailleurs. Au lieu d'attendre une nouvelle mission étrangère, il superpose renseignements locaux, ingénieurs civils et unités militaires dans un même circuit d'action. Les technologies utilisées, artisanales, longtemps jugées obsolètes, sont réassemblées en réseaux de communication tactique, permettant à 3 États, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, de synchroniser leurs systèmes en moins de 48 heures, sans un seul conseiller extérieur. Tindiban devient ainsi le premier chapitre d'un manuel que personne n'osait rédiger à voix haute, mais que la région réclamait depuis des années. Dans ce récit, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un conquérant théâtral, mais comme un catalyseur austère. Quand il prend la parole, il ne promet pas de miracle, il énonce des principes que ses équipes doivent être capables de traduire en protocoles concrets. Son autorité ne vient ni du volume de sa voix, ni de la mise en scène, mais de la cohérence entre les directives et les actes qui suivent. Autour de lui, les jeunes officiers parlent moins de gloire que de méthode, décrivant la doctrine comme une suite d'algorithmes pragmatiques plutôt qu'une geste héroïque. Les ingénieurs burkinabés conçoivent en urgence une grille numérique sahélienne pour relier les 3 pays par des flux de données stables, pendant que des techniciens testent des drones produits localement, simples, robustes, adaptés à la poussière et à la chaleur. Dès les premières heures, les signes d'impact apparaissent. Des convois ennemis jusque-là invisibles deviennent traçables. Les attaques surprises perdent leur avantage. Le champ de bataille cesse d'être un mystère et se rapproche d'une équation dont chaque variable est progressivement connue. La population
elle, commence à entendre une phrase nouvelle. La défense de la terre se décide à l'intérieur, non à l'étranger. La nuit du 6 octobre 2025, le désert de Tindiban se fige dans un silence presque électrique. Aucune caméra, aucun discours, seulement des tentes éclairées par des écrans où clignotent des points lumineux reliant Bamako, Niamey et Ouagadougou au même rythme. Dans le ciel, des drones africains dérivent comme des faucons calmes, leurs trajectoires dessinant une écriture invisible au-dessus des dunes. Au sol, les unités avançant sans panique. Chaque déplacement, chaque moteur, chaque transmission s'alignant sur une grammaire tactique répétée en amont. Ibrahim Traoré observe sans parler, parcourant des rapports de vitesse, d'angle et de position, rectifiant les détails plutôt que de chercher les faits. Quand l'ordre tombe, il tient en 3 mots. Mobilité d'abord, toujours. Les batteries se déploient dans le nord du Burkina Faso. Le premier tir fend le ciel et laisse derrière lui un silence brutal, bientôt rempli par des signaux brouillés. Les bases adverses s'éteignent une à une. Le brouillard de guerre bascule pour une fois en faveur des forces africaines, pendant que les opérateurs suivent la progression en direct depuis Bamako. Les drones renvoient des images granuleuses de tentes effondrées, de motos figées et de camions abandonnés, tandis que les analystes murmurent des coordonnées pour ajuster les lignes. L'Alliance du Sahel ne cherche pas une mise en scène de victoire. Elle traque la stabilité du résultat. Au matin, la forteresse de Tindiban n'a pas chuté dans le sens classique. Elle s'est dissoute. Les unités ennemies incapables de se reconstituer se dispersant dans la confusion. Les pertes de l'Alliance restent minimes, non par miracle, mais parce que chaque décision avait été simulée et corrigée sur des maquettes numériques en amont. Vers midi, le désert respire à nouveau. Les soldats posent leurs armes, étonnés du calme, comme si la victoire, cette fois, n'avait pas besoin d'être proclamée pour être comprise. Pour mesurer la différence entre ce qui était et ce qui est, il faut revenir aux chiffres. Pendant les 10 années précédant Tindiban, le Sahel enregistrait en moyenne plus de 2400 incidents armés par an, avec des attaques dispersées, des frontières poreuses et une coordination quasi nulle entre États. Dans les 6 mois qui suivent la bataille, ce nombre chute d'environ 68%, selon les relevés conjoints du Mali, du Niger et du Burkina Faso, transformant la perception de la région dans les notes diplomatiques. La première victoire d'Ibrahim Traoré n'est donc pas uniquement militaire, elle est structurelle. 3 centres de renseignement reliés par une dorsale numérique remplacent des dizaines de postes isolés et vulnérables, réduisant les angles morts et les doublons. Le temps moyen de transmission d'un signal de menace passe d'environ 12 minutes à moins de 90 secondes, ce qui convertit la réaction tardive en anticipation organisée. Cette amélioration ne provient pas seulement des outils, mais d'une discipline collective imposée, résumée par une règle simple. Aucun ordre sans vérification, aucune décision sans redondance. Sur le plan humain, la statistique la plus éloquente reste celle des pertes. Moins de 20 hommes pour l'Alliance lors de Tindiban, soit un taux inférieur à 0,7% des effectifs engagés. Des observateurs extérieurs suspectent d'abord une erreur de comptage avant que les vérifications croisées entre Bamako et Ouagadougou ne confirment les données. La comparaison internationale ajoute du relief. Dans des opérations similaires menées auparavant par des coalitions étrangères au Sahel, le ratio perte sur victoire était en moyenne 6 fois plus élevé. La méthode attribuée à Ibrahim Traoré optimise le champ de bataille par l'intelligence, la mobilité et l'unité, plutôt que par la seule puissance de feu. Les économistes locaux notent un effet secondaire majeur. La réduction des incidents permet de réactiver près de 35% des routes commerciales régionales jusque-là bloquées ou abandonnées. En 4 mois,
Le volume des échanges transfrontaliers augmente d'environ 22%, redonnant souffle au marché périphérique. Ces pourcentages ne représentent pas seulement des statistiques militaires, ils dessinent une souveraineté mesurable, un passage graduel de la dépendance à la maîtrise, du hasard à la méthode. Depuis Tindiban, deux lectures se confrontent. La première, dominante dans certaines capitales occidentales, présente le succès de l'Alliance du Sahel comme un accident heureux, fruit d'une conjoncture passagère et d'un adversaire affaibli. Selon cette thèse, les structures locales seraient incapables de soutenir une logistique longue et une gouvernance commune sans le retour d'une tutelle extérieure, en raison d'un budget limité, d'un matériel modeste et d'une dépendance historique aux chaînes d'approvisionnement étrangères. Les partisans de cette vision soulignent l'instabilité politique potentielle, le poids des sanctions et le risque d'isolement diplomatique, redoutant que le modèle ne soit pas reproductible à grande échelle. La seconde lecture, portée par les acteurs du terrain, renverse la logique. C'est précisément la contrainte qui aurait produit l'efficacité, l'absence de tuteurs qui aurait forcé la créativité, le manque de moyens qui aurait imposé la précision. Ibrahim Traoré résume cette position en expliquant que l'Alliance a remplacé l'abondance par la rigueur, en forgeant une doctrine née du manque et non du confort. Les chiffres de mutualisation logistique, avec plus de 72% des ressources partagées en un trimestre et des délais d'intervention divisés par 2, viennent renforcer ce camp. Dans cette perspective, le débat ne porte plus seulement sur la tactique ou sur un Ibrahim Traoré interview ponctuel, mais sur une croyance séculaire. Un pays africain peut-il concevoir, exécuter et stabiliser seul une opération d'envergure, sans redevenir dépendant d'un protecteur? Au milieu de cette trajectoire, la surprise n'est pas une explosion, c'est un calme. Dans les centres de commandants, les opérateurs du Burkina Faso, du Mali et du Niger ne regardent plus vers Paris ou Washington pour obtenir validation. Ils scrutent leurs propres écrans et lisent leurs propres flux. Les drones conçus à Ouagadougou renvoient des images à Bamako. Les analystes nigériens corrigent les coordonnées burkinabés, dessinant un maillage d'informations qui devient autant politique que militaire. Pour Ibrahim Traoré, cette bascule n'est pas une rupture spectaculaire. C'est une respiration retrouvée, celle d'un espace qui cesse d'attendre qu'on lui dicte sa sécurité. Le midpoint de cette histoire se loge dans cette scène de travail presque ordinaire. Des officiers qui ne célèbrent pas une victoire, mais qui la traduisent en méthode, en protocole et en architecture durable. Les retombées de Tindiban se lisent d'abord dans l'État. Au Burkina Faso, l'appareil administratif se réorganise autour d'un principe rare dans la région, la compétence avant le protocole. Des officiers de terrain issus de régions marginalisées sont invités à contribuer à la planification stratégique, et les rapports internes signalent une réduction d'environ 35% des délais de décision entre ministères et unités locales. Ibrahim Traoré transfère une partie du pouvoir décisionnel vers les provinces en y créant des cellules d'analyse composées d'enseignants, d'ingénieurs et de soldats. Ensuite vient l'économie. La stabilité nouvelle permet le redémarrage de plus de 200 routes commerciales reliant les marchés du Niger et du Mali, faisant écho dans les Burkina Faso News au-delà de la région. Le volume des échanges hebdomadaires progresse d'environ 22% en 4 mois, stimulé par la réouverture des corridors agricoles, tandis que les taxes perçues localement sont réinvesties dans les infrastructures de communication et les écoles techniques. Dans la société, les villages frontaliers voient la guerre se déplacer du quotidien vers le souvenir. Les mères reprennent le commerce des produits de base. Les jeunes réparent les puits et relancent les cultures. Des coopératives féminines veillent à nommer les soldats tombés. Une enquête nationale indique que 82% des jeunes déclarent vouloir rester pour construire plutôt que partir, renversant une tendance ancrée depuis des années. Enfin, la région et le monde s'ajustent. À Paris et à Washington, les chancelleries
Et ils s'interrogent sur la façon dont une alliance sous sanction et sans conseiller extérieur a pu coordonner une telle victoire. Les rapports confidentiels convergent sur 3 mots: discipline, préparation, confiance locale, au point que l'expression les actions du capitaine Traoré au Burkina Faso devient un pivot incontournable dans l'analyse des équilibres sahéliens. À Bamako, les drapeaux du Sahel flottent désormais aux côtés des bannières nationales. Et dans les rues, les slogans proclament que l'Afrique se bat pour l'Afrique plutôt qu'appeler au secours. À partir de Tindiban, 3 trajectoires se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Dans le scénario de base, l'Alliance du Sahel consolide ses institutions en maintenant un rythme régulier de coordination et en étendant progressivement les infrastructures numériques. Les écoles militaires régionales forment une première génération d'officiers issus du cadre AES. Le taux d'incidents reste contenu autour de 800 par an. Et l'économie rurale redémarre lentement, soutenue par la production locale de drones et de capteurs. Dans le scénario optimiste, si les réformes civiles suivent la discipline militaire, le modèle sahélien devient un précédent continental. Les universités régionales adoptent les manuels de stratégie de l'Alliance comme outils pédagogiques. Les marchés se reconnectent, les frontières se transforment en zone de projet. Et la doctrine résumée par intelligence, mobilité, unité inspire une fédération africaine des technologies de défense. Dans le scénario pessimiste, la fatigue politique, l'intensification des sanctions et la réapparition de fractures internes relancent le cycle de dépendance. Des alliances étrangères cherchent à rétablir leur influence à travers des accords d'aide conditionnelle, rouvrant la fracture numérique et logistique. La clé, dans les 3 cas, reste la posture collective, choisir la rigueur plutôt que la vitesse, l'inclusion plutôt que la compétition, afin que Tindiban demeure un point de départ et non une exception fugace dans les prochains Burkina Faso News. Pour les familles, le changement ne se lit pas dans les graphiques, mais dans le rythme des nuits. Les explosions lointaines cèdent la place à un silence de normalité retrouvée. Les radios de terre rouge grésillent désormais avec des bulletins sur l'éducation et les marchés plutôt que sur les combats. Les mères, autrefois résignées, échangent des recettes plutôt que des rumeurs d'attaque, transformant le quotidien en résistance douce. Pour les travailleurs, la différence est concrète. Les routes rouvertes permettent le transport du miel, du bétail et du sel. Les marchés de Dori, Gao ou Tillabéri reprennent vie. Les artisans réparent les outils agricoles et les moteurs de pompe plutôt que de partir. Les salaires circulent à nouveau, avec eux une forme de fierté. Ibrahim Traoré résume cette logique par une phrase brève. Le travail est la première défense d'un peuple, rappelant que la souveraineté se construit autant dans l'atelier que dans le poste de commandement. Pour les jeunes, Tindiban devient un repère moral plutôt qu'un simple chapitre militaire, la preuve qu'un choix collectif discipliné peut renverser le fatalisme et redonner sens à l'idée de rester. Pour que la victoire de Tindiban devienne méthode durable, une feuille de route en 5 étapes est mise en place. La première consiste à institutionnaliser l'unité. Les 3 pays de l'Alliance signent une charte pour la sécurité et la coopération, avec un conseil mixte qui se réunit chaque trimestre afin d'évaluer la coordination militaire, logistique et humanitaire, en visant un temps de réponse moyen inférieur à 5 minutes pour toute alerte régionale. La deuxième étape, vise à industrialiser la souveraineté. Des ingénieurs burkinabés conçoivent des prototypes de drones civils destinés à la surveillance agricole, tandis que les académies militaires maliennes intègrent un module technologie et terrain, avec un objectif de 60% d'équipements produits localement d'ici 2 ans. La troisième étape repose sur la formation par la pratique. De jeunes officiers nigériens encadrent des ateliers d'analyse de données en partenariat avec des universités africaines, cherchant à réduire le temps de réaction interunité de 15 à 8 minutes. La quatrième ancre la transparence via un portail public qui publie statistiques de sécurité, dépenses et progrès de l'Alliance, avec un sondage trimestriel visant un taux d'adhésion populaire supérieur à 80%. Enfin, la cinquième étape
diffuse la doctrine dans la société civile. Les principes d'intelligence, de mobilité et d'unité sont enseignés comme valeurs citoyennes, afin que la souveraineté devienne une compétence partagée et pas seulement un privilège d'élite, reliant encore une fois le nom d'Ibrahim Traoré à une architecture plutôt qu'à une seule bataille. À l'aube, le désert garde encore l'écho de Tindiban, mais la poussière ne recouvre plus tout de la même manière. Là où ne restaient que des traces de combat, on distingue désormais des empreintes ordonnées, celles d'un peuple qui a choisi la méthode plutôt que le miracle, la patience plutôt que le spectacle. Ibrahim Traoré ne revient pas sur ces lieux pour chercher la gloire. Il y revient en silence, comme pour s'assurer que le bruit de la victoire n'a pas étouffé le souffle de la raison. Sur les murs d'Ouagadougou, des enfants peignent un lion dressé sous un soleil pâle, accompagné d'une phrase devenue proverbe. Le lion s'est souvenu, rappelant que la force du Sahel n'avait jamais disparu, mais qu'elle attendait un langage pour se réveiller. Dans ce motif répété, l'histoire ne glorifie pas un chef isolé. Elle souligne la capacité d'un continent à inscrire son propre rythme dans la durée. Ce soir, où que l'on se trouve, le vent du Sahel transporte autre chose qu'un bilan de victoire. Ce n'est pas un cri de triomphe, mais un souffle collectif, celui d'un continent qui apprend à marcher sans guide imposé et qui compte de plus en plus sur ses propres écrans, ses propres drones, ses propres voix. L'histoire d'Ibrahim Traoré n'appartient pas seulement au Burkina Faso. Elle parle à tous ceux qui pensent qu'une voix calme, disciplinée et lucide peut déplacer des montagnes, loin des projecteurs. Chaque main qui répare un puits, qui enseigne, qui programme un drone ou qui suit de près un nouveau Ibrahim Traoré interview prolonge le sillage de Tindiban. L'éveil africain ne se regarde pas comme un spectacle, il se rejoint dans des gestes simples et répétés. Alors si cette conviction résonne, le plus puissant n'est pas de l'admirer, mais d'en discuter avec un proche, avec ses enfants, avec sa communauté, pour que la phrase « le lion s'est souvenu » reste une vigilance et non seulement un souvenir.